L'Afrique a-t-elle de la main-d'œuvre nécessaire pour faire avancer le secteur pétrolier? Nous en parlons aujourd'hui, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette émission Focus Hydrocarbures. Ici, nous parlons énergie, rien que l'énergie, pour que l'Afrique, la RDC, se développe. Et alors, aujourd'hui, nous avons un sujet aussi intéressant pour les étudiants, pour des chercheurs, pour les décideurs, pourquoi pas, problématique des local contents dans le secteur pétrolier africain. Je répète, problématique des local content dans le secteur pétrolier africain. Nous allons parler un peu si réellement l'Afrique a de la main-d'œuvre qualifiée pour faire avancer ce secteur. C'est avec monsieur Yvan Bandoumbi. Il est PDG de African Campus. Monsieur Yvan, bienvenue. Merci pour l'invitation. Très heureux de participer à cette émission. Je suis monsieur Yvan de African Campus, qui est un centre de formation continue pour cadres et dirigeants. Nous faisons ce qu'on appelle du renforcement de capacités dans les secteurs aussi divers que le marketing, les ressources humaines, la finance, gestion, comptabilité, management, logistique, pétrole et gaz. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est le local content, autrement dit, le contenu local. Et donc, c'est avec beaucoup de bonheur que je participe à cette émission. C'est depuis combien d'années que vous existez déjà? African Campus a été créé en 2019, d'abord à Brazzaville. Ensuite, nous l'avons implanté à Casablanca, à Paris. On a ouvert un deuxième centre au Congo, en République du Congo, à Pointe-Noire. Et nous venons à Kinshasa pour ouvrir un centre. Intéressant. C'est un bureau d'études, c'est un centre de formation, c'est... Alors, c'est un centre de formation. Nous ne formons pas à ce jour les étudiants, nous formons que les cadres et les managers. Donc des gens qui sont déjà opérationnels, qui travaillent déjà. Expérimentés. Et nous les accompagnons dans le renforcement des capacités. Nous délivrons des certifications, mais nous délivrons également des diplômes MBA, Bac+5, avec notre école partenaire, l'ESG Paris. On va parler de vous tout à l'heure là, mais revenons un peu dans le sujet et à l'entame. Quelle est la situation actuelle du secteur des hydrocarbures post-Covid-19? C'est quoi la vraie réalité? Alors il y a eu de manière très significative un impact au niveau de la filière hydrocarbures du fait du Covid. Nous sommes dans une période en plus où on parle beaucoup de transition énergétique. Donc nous avons des grosses réflexions en termes de réorganisation du secteur énergétique. Nous avons également la problématique qui consiste à former davantage les ressources humaines, notamment sur l'Afrique. Et il faut savoir que l'Europe parle de plus en plus, l'Occident parle de plus en plus d'énergie nouvelle. On met en avant l'hydrogène. Alors, est-ce que l'hydrogène est un secteur qui est maîtrisé en Afrique? Pas encore. Nous avons des énergies fossiles. Les réserves ne sont pas épuisées. Est-ce que l'Afrique ne devrait pas s'inscrire dans une stratégie propre qui n'est pas forcément la stratégie qui est proposée par l'Occident? Parce que les problématiques ne sont pas les mêmes partout. Pour parler du secteur des hydrocarbures africains, post-Covid, on peut constater qu'il y a eu beaucoup de reculs. Beaucoup de reculs. Le recul est essentiellement en termes d'investissement. Il faut savoir que les coûts d'exploration sont de plus en plus onéreux. Donc le recul est essentiellement en termes d'investissement. Nous avons eu effectivement pas mal d'entreprises dans le domaine du pétrole qui ont renoncé à certains permis. Nous avons effectivement des coûts. Certaines plateformes aussi ont fermé. Effectivement. Le choc est lié principalement à la baisse du prix du baril de pétrole. Donc forcément, l'investissement est un peu trop risqué et pas forcément aussi rentable que c'était à l'époque. Donc du coup, c'est vrai que les projets sont ou retardés ou carrément en fait annulés. Et les économies liées au pétrole également ont subi les chocs. Ça se voit effectivement dans leur PIB. Il y a eu une baisse très significative des économies pétrolières. D'où effectivement les questionnements autour de la diversification de ces économies. C'est parmi les solutions que nous allons évoquer tout à l'heure. Afrique riche potentiellement, mais pauvre réellement. Comment vous justifiez ces paradoxes? L'abondance nuit, hélas. Vous avez souvent l'innovation, l'ingéniosité qui vient du fait qu'on n'a pas forcément des ressources en matières premières, donc on doit se réinventer. On a beaucoup de ressources en matières premières en Afrique, mais est-ce que c'est peut-être pas ça une de nos faiblesses? Donc il faut toujours essayer de chercher à se réinventer, à innover. Quand vous dites réinventer, innover, vous faites allusion à quoi? Alors il y a plusieurs dispositifs. Il y a le fait que nous devons aussi nous servir du levier législatif.
On a parlé du local content, du contenu local, c'est le réglementaire, c'est la loi. Donc il faut des fois chercher à se réinventer pour pouvoir trouver des ressources. On peut estimer 61 ans après, l'Afrique est incapable d'avoir une législation qui facilite le développement de son secteur énergétique. Effectivement, la question du climat d'affaires se pose. Est-ce qu'il est favorable à l'investissement ou pas? Effectivement, il y a des tests qui existent depuis longtemps, mais il faudrait peut-être les révisiter. Effectivement, il y a toute l'ingénierie juridique et financière qu'il faut développer pour permettre peut-être des montages financiers plus innovants, avec peut-être des participations publiques-privées, des PPP, avec peut-être des consortiums à monter, avec peut-être des projets transfrontaliers. J'insiste beaucoup là-dessus. On sait qu'il y a des gazoducs qui peuvent être mis en place, il y a des pipelines qui peuvent être mis en place, donc il faut essayer d'imaginer les choses différemment et faire peut-être participer des pays partenaires sur des zones, en fait, des zones où la demande et l'offre est éloignée. Il faut réfléchir à une manière de faire différente. À qui profitent les ressources naturelles de l'Afrique, ou soit le pétrole de l'Afrique? Parce qu'apparemment la population reste pauvre. Nous sommes sur une économie de rente, hein, et c'est principalement celui qui investit qui en tire profit. L'idée, quelque part, à travers le local content, c'est de dire que la loi peut permettre de réserver certaines filières ou certaines activités parapétrolières aux entreprises locales, afin que les populations locales puissent tirer profit de cette manne pétrolière. Et puissent se développer par la suite. Et puissent derrière avoir des revenus pour se développer. Alors nous allons continuer avec messieurs Yvon, mais nous parlons d'un sujet aussi intéressant, problématique de local content dans le secteur pétrolier. Retrouvons d'abord cette rubrique Actu Énergie et puis on continue. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Quartier passe à 1, quartier Mouké. Awa to monika to lali na butu donc érosion yé maye buki biso na banda kunyo se sili donc moi to lobeza te papa yo to za libanda na bana to senga kaka ba konjambo en tout cas basunga biso ba aider biso batinda ta ba beni ya banini ebwakela biso ta ba kundela biso mabulo po to za libanda na bana moi ko sala ezati banda kunyoso na mabele banda ku exili biloko nyonso banda ku ekei do to za kabo botala biso ndenge tokomi toza na mbongo ya kofutela ndaku te toza libana na bana tozosenga nde lisungi epa mama Denise botala biso tokokende wapi awa ti soki kuna eza combien de ndaku combien de parcelles toza na mboka ya kofundela bana te bana mpe bazotanga tokosuka wapi ekoya kokende ti eboma quartier mobimba bosunga biso. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Comme on peut lire ici, Mwanda, une des cités de la province du Congo central, en République démocratique du Congo, vache laitière, ne mérite pas l'injustice, courant ou rien. Cependant, c'est la réalité qu'on voit ici, avec la desserte en électricité depuis des années. En tout cas, nous avons vraiment un très sérieux problème. Le courant est instable. Nous n'avons jamais passé 2 jours avec le courant. D'ailleurs, si je m'en vais par le 2 jours, c'est d'ailleurs trop. Toute une journée avec l'électricité, c'est vraiment difficile. Alors, nous avons toujours le système de délestage. Si vous avez de la chance, par semaine, vous pouvez avoir 3 jours de courant. C'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, vous avez le courant, jeudi, vendredi et samedi, vous avez le courant. Soit le dimanche soir aussi, s'il y aura l'opportunité. Nous avons la Péranco, nous avons le Sozir, nous avons en tout cas vraiment la source du pétrole ici à Mwanda. Mais dommage que nous avons toujours problème de l'électricité. Il faut noter que ces habitants sont fatigués du mauvais service de la Société nationale d'électricité et lancent un SOS aux décideurs à pouvoir pallier à cet état des choses. Par cette occasion et opportunité, je m'en vais adresser le message aux autorités. Je m'en vais directement aller, même pourquoi ne pas dire au président de la République, d'essayer un peu de revoir la rencontre qu'il a eu à tenir ici, à Mwanda. Alors, il avait convoqué les autorités compétentes, donc le responsable des entreprises que je venais de citer, Péranco, Saussure, SNEL, s'ils pouvaient faire quelque chose, afin que nous ayons quand même
l'électricité, même pas à 100%, parce que nous connaissons la situation actuelle du pays. 100% c'est un peu difficile, mais au moins même à 70%, je pense que ça sera quelque chose de bien. Rappelons que la ville bénéficiait du soutien de la société pétrolière Perenco, qui avait à sa disposition des groupes à gaz, mais ceux-ci ne sont pas capables d'alimenter toute la cité par l'entremise de la Société nationale d'électricité. Mwanda crie au secours. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Voilà, nous poursuivons avec cette émission. Je ne cesse de rappeler le sujet problématique des local content dans le secteur pétrolier africain. Est-ce que l'Afrique a une main-d'œuvre nécessaire pour faire développer ce secteur? Nous en parlons avec M. Yvan Bandoumbi, il est PDG de African Campus. C'est un centre de formation qui accompagne l'Afrique à se développer dans ce sens. Est-ce ce secteur aussi stratégique a un sérieux problème de la main-d'œuvre? Alors, donc les ressources humaines sont une question centrale. On le voit à plusieurs niveaux. La plupart des entreprises qui s'implantent en Afrique dans le domaine du pétrole font venir des ressources de l'étranger qui ont souvent un statut d'expatriés. D'où le fait qu'il faut insister sur la formation de ressources humaines locales. Nous avons chez African Campus développé un MBA qui s'appelle un MBA en gestion du gaz et pétrole, parce que nous pensons qu'il est très important que les populations locales s'emparent de la question du pétrole et du gaz. Non pas tant au niveau de la formation des ingénieurs ou des techniciens de maintenance, mais plutôt dans la formation des gestionnaires du pétrole. Donc ici, à votre avis, c'est vraiment affirmatif que l'Afrique a un problème de la main-d'œuvre? Tout à fait. Ici, l'idée est de se dire qu'il faut que nous ayons de plus en plus à la tête de majors pétrolières des ressources humaines locales. La question n'est pas la question des ingénieurs ni des techniciens de maintenance. La question est de l'équipe dirigeante. La question est d'avoir des managers capables de diriger des grandes entreprises. Ce à quoi nous répondons à travers notre MBA de gestion du gaz et pétrole. Cela pourra aussi soulager les autochtones qui parfois constatent que ce sont les étrangers qui dirigent dans ces telles entreprises. Tout à fait. Il est important de remarquer que les entreprises qui sont présentes actuellement, les entreprises locales dans le pétrole, sont en dehors des entreprises nationales, sont pour la plupart des sociétés de trading. Trading, c'est-à-dire? Donc en fait, c'est simplement des entreprises qui vendent du pétrole. Mais il y en a très peu d'entreprises à capitaux, on va dire, congolais, puisqu'on est au Congo, qui sont dans l'exploration du pétrole. C'est plutôt des traders, en dehors des compagnies nationales. Donc il est important qu'il y ait un secteur privé, pétrolier et gazier au Congo, et dirigé par des entrepreneurs locaux. Est-ce que l'exemple de le Nigeria avec Dangote, tout à fait, c'est quand même à imiter pour d'autres pays africains? Tout à fait, mais il faut savoir que le Nigeria s'est appuyé sur une loi sur le contenu local, le content local, qui a favorisé l'émergence d'entrepreneurs nigériens dans le domaine du pétrole. C'est peut-être un exemple à suivre. Quelles sont les expertises ou spécialités très recherchées? Parce que vous avez fait allusion tout à l'heure aux ingénieurs. Et dans ce secteur, on a vraiment besoin de qui? Les ingénieurs, il y a des ingénieurs, il y a des techniciens de maintenance, mais ce qu'il faut, c'est vraiment... Des juristes aussi? Des administrateurs, des juristes, des spécialistes en montage financier. Il faut des managers capables de diriger ces entreprises. Des marketeurs? Des marketeurs. En fait, toute la partie opérationnelle qui est liée à la direction d'une entreprise. Et c'est là qu'il faut faire émerger effectivement des profils. D'où l'importance de la formation. Alors, d'où l'importance de la formation. Nous pouvons bien constater, certainement les téléspectateurs le savent aussi, les internautes, dans la plupart des pays aujourd'hui, il y a des universités qui poussent au Sénégal, au Cameroun, en RDC, pareil Congo-Brazzaville. Est-ce que les universités ou instituts supérieurs travaillent aussi dans ce sens, ou bien c'est juste une simple figuration? Si, il y a une volonté de se saisir du sujet. Hein. Il y a des masters qui existent à l'université sur le gaz et pétrole. Maintenant, il faut aussi insister sur la formation, on va dire, pratique. Il faut passer de la formation théorique à la formation pratique. Nous, c'est ce que nous faisons chez African Campus, dans notre MBA de gaz et pétrole. Mais il y a un problème de moyens. Est-ce que cette population est disponible? Il y a effectivement un problème de moyens, mais maintenant, ce qui est sûr, c'est que
c'est aussi une volonté politique de mettre en position les moyens pour qu'on puisse préparer l'avenir. Volonté politique, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, il faut en faire un secteur prioritaire. On parle de chaque côté du Congo de peut-être l'émergence d'un institut congolais du pétrole et de l'énergie. Ça, c'est une volonté politique. C'est-à-dire c'est un institut qui va permettre... C'est encore un projet. C'est encore un projet. Mais la réflexion est là, de chaque partie du Congo. Mais l'idée, c'est de dire d'avoir un institut digne des standards internationaux qui permettront d'avoir des formations techniques très pointues, des formations opérationnelles et qui vont nous garantir d'avoir les cadres de demain pour diriger les sociétés pétrolières aussi bien nationales que privées, à capitaux congolais. Certainement, le Congo-Brazza a beaucoup plus de leçons à donner à la RDC dans ce secteur pétrolier. Mais dites-nous un peu, c'est quoi le point fort de le pays du Sassou, s'il faudrait le dire ainsi? Il y a déjà l'expérience, puisque ça fait très très longtemps que le pétrole était exploité au Congo, Brazzaville. Après, il y a aussi l'émergence, comme je disais, d'une classe de traders, donc des gens qui travaillent dans le secteur pétrolier depuis très très longtemps, et ce sont des Congolais. Ça, c'est très important. Il y a aussi l'adhésion à l'OPEP. Le Congo, la République du Congo est membre de l'OPEP. Et je pense, sans trop m'avancer, qu'en 2022, comme c'est une présidence tournante, ils vont présider l'OPEP. Donc, ce sont des leviers qui permettent d'avoir des contacts, qui permettent d'avoir de l'expérience, qui permettent d'avoir de l'expertise et qui donnent un coup d'avance. Est-ce que le Congolais qui vous regarde, les Quinois, les Gomatraciens qui vous regardent maintenant, est-ce qu'ils peuvent se dire que vous pouvez aussi faire profiter à la RDC de telles expériences? Bien sûr, bien sûr. Après, je pense que les autorités des deux côtés ont l'habitude de travailler de manière en partenariat. Je pense qu'il y a peut-être déjà des échanges qui ont été, des contacts qui ont été pris à ce niveau-là. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est très important d'être membre de l'OPEP. C'est très important. Les avantages? C'est très important d'être membre de l'OPEP parce qu'en fait... Si on n'est même pas un pays producteur? Alors, au départ, peut-être que ce n'est pas encore le cas, mais d'après ce que j'entends du ministre des Hydrocarbures, il y a une volonté d'aller dans cette direction-là. Là, il y a moyen d'anticiper. Il y a un travail qui est fait sur les textes législatifs, il y a une volonté de structurer le secteur des hydrocarbures en RDC, et donc je pense qu'il y a c'est plutôt dans cette direction que les choses sont en train d'avancer. Même si on n'est pas producteur, on peut anticiper. Alors, même si on n'est pas producteur aujourd'hui, mais il y a des appels d'offres qui sont lancés. Envisageable. Voilà, et il y a des permis qui vont être délivrés, donc il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Retrouvons encore une fois, vous le savez, ici c'est les temples de l'énergie. Alors nous allons définir un mot et puis on se retrouve. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Plateforme est une unité permettant d'extraire, produire ou stocker le pétrole et ou le gaz situé en haute mer à des profondeurs parfois très importantes. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Voilà, je ne cesserai de rappeler le sujet problématique des local content dans le secteur pétrolier africain. On en parle avec M. Yvan Bandoumbi, il est le PDG d'African Campus, ces centres qui forment de la main-d'œuvre dans ce secteur depuis plusieurs années. Alors, Monsieur Yvan, la politique, quand vous avez fait allusion au ministre congolais des hydrocarbures qui se battent pour essayer un peu de relever le défi, la politique a-t-elle de l'influence dans cette problématique des local content? Oui, toujours, parce qu'en fait, c'est aussi une volonté à imprimer de dire que on aimerait effectivement recevoir des investissements, mais on souhaite avoir un transfert de compétences, c'est très important. On souhaite avoir effectivement une partie de la sous-traitance qui soit réservée aux entreprises locales. Donc ça permet d'avoir des ressources pour diversifier l'économie. S'il n'y a pas de volonté politique, il n'y aura pas de diversification de l'économie. Il n'y aura pas l'émergence d'une classe sociale dans le pays. Donc il est très important d'imprimer cette volonté politique. Nous allons parler un tout petit peu lingala pour permettre à tout le monde de saisir le nécessaire. Toujours le politique, ma solo et main d'œuvre, ils ont pensa nécessaire dans le domaine où il y a pétrole. Mais toko mona na ba pays belé africain, ba konzi bato bazo kamba ba ministère à pétrole ba za penza ba pétrolier té. Est-ce que ça a problème té? Bon, ça n'a pas problème té parce qu'en fait Mokonzi, c'est pas parce que Aza n'est trop loba.
aza soda te que oyiba makambo peut-être ba soda te parce que mokonzi na ba conseiller na ye. Donc ce n'est pas le fond du problème. Il est vrai que chaque fois que ministre... Donc on peut placer un maçon à tête si un ministère hydrocarbures. Tout dépend qui l'entoure. Tout dépend n'agnazo conseiller. Le problème n'est pas la fonction. On a bien vu ouvrier comment mokonzi na Europe, il y a un gros problème. Mais il faut avoir une bonne équipe. Le plus dur, c'est pas cause de la mokonzi. Il faut avoir un adjoint à bien. Il faut avoir l'équipe à bien. C'est ça le message. C'est ça le message. Je pense que Congolais va comprendre Mme Tozo Luba. Lentement et sûrement, nous tendons vers la fin de cette émission. Mais ils ont moins un sérieux problème. Les local content, il y a main d'œuvre dans le secteur. Alors comment y remédier? Alors il y a effectivement les dispositifs législatifs qu'il faut utiliser, mais vraiment très rapidement. Local content, il y a Nigeria, il y a Ghana et Ndenge Mogote. Chaque pays a sa spécificité. Le local content de la RDC ne sera pas forcément le même que celui de la République du Congo. Nous devons tenir compte des spécificités locales. Mais il faut se saisir du sujet et voir dans la filière comment on peut réserver un certain nombre de marchés aux entreprises locales. Ça passe par la loi, ça passe par le cadre réglementaire. Donc effectivement, les juristes ont tout leur rôle à jouer dans le contenu local. C'est très important. Les juristes ont tout leur rôle à jouer. Est-ce que ces juristes-là, si ils ne bénéficient pas de telle formation, seront-ils capables d'y faire face? La formation, il n'est jamais trop tard pour se former. On se forme tout au long de sa vie. Donc même lorsqu'on est juriste confirmé, même lorsqu'on est conseiller, on peut toujours venir prendre une formation. Et les formations, en plus ce qui est bien, c'est que les formations, on peut les prendre même le soir, en ligne. Ce n'est pas un problème. Lorsqu'on a un sujet qu'on ne maîtrise pas, on peut se former. Les formations sont disponibles. Alors quel est le cadre légal, idéal à proposer pour que les investisseurs viennent, pour que le climat d'affaires soit vraiment assaini dans ce secteur pétrolier? Alors, ce qui est vrai, on a parlé tout à l'heure du climat des affaires. Il y a le classement Doing Business qui existe. La RDC n'est pas la mieux placée, donc il y a un travail à faire. Il y a effectivement, en dehors du climat d'affaires, le fait de garantir un certain nombre d'avantages à l'investisseur pour que l'attractivité de la RDC soit reconnue. Donc, même si on fait un appel d'offres pour donner des permis, faut-il encore que le cadre soit suffisamment attractif pour que les investisseurs puissent venir. Ensuite, il faut promouvoir ces investissements. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il faut aller chercher les investisseurs à l'étranger. Et le local content idéal pour que effectivement on puisse les chercher à l'étranger dans le concret, comment ça se passe? Il faut participer à des forums, il faut participer il y a des séminaires, il y a plein de choses qui existent. Est-ce que le numérique aussi peut jouer un grand rôle? Le numérique, ça nous permet d'avoir une vitrine à l'étranger et ça permet de gagner du temps. Donc, il faut imaginer peut-être un portail qui permet effectivement de sensibiliser les investisseurs. Par exemple, au Maroc, ils ont inventé Maroc Invest. Maroc Invest lie le tourisme et l'investissement. Donc, ça fait la promotion de la destination Maroc pour les investisseurs. On peut imaginer un certain nombre de choses. L'ANAPI ne suffit pas? L'ANAPI, oui, c'est vrai que c'est important, mais l'ANAPI à l'extérieur est connue par qui? Donc, vous voyez, le numérique peut aider. Est-ce que les ambassades disséminées pratiquement dans le monde, les ambassades de la RDC, pourront jouer les ambassades jouent un rôle essentiel. Elles sont, comme on dit, elles sont en front office, en première ligne. Les ambassades ont dans leurs cellules des conseillers économiques qui sont censés promouvoir l'investissement sur la destination RDC. Donc, les ambassades, le réseau diplomatique congolais, c'est aussi un réseau économique. Donc, les ambassades ont tout leur rôle à jouer, bien au contraire. Les ambassades ont tout leur rôle à jouer. Alors nous allons retrouver cette fois-là une autre rubrique, découverte. Et là, nous allons présenter une entreprise, la Société nationale angolaise des hydrocarbures, Sonangol. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Sonangol. Sonangol est une entreprise publique chargée de l'exploitation et des productions de pétrole et de gaz naturel en Angola. Créé en 1953, le groupe est la principale entreprise d'Angola. Il représente en 2017 près de 40% tiers du PIB du pays et 95% des exportations. L'Angola est le deuxième exportateur du pétrole en Afrique, membre de l'OPEP+.
Le pays de João Lorenzo fait face à la chute programmée de sa capacité de production malgré les multiples stratégies. Cette entreprise est dirigée par Gaspar Martins. Les autorités angolaises doivent diversifier leurs ressources énergétiques afin d'éviter la dépendance à l'or noir à l'ère du réchauffement climatique. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. La Sonangol, cette compagnie nationale des hydrocarbures de l'Angola, est vraiment dépendante du pétrole. À l'heure actuelle, certains experts souhaitent que la Sonangol puisse s'adapter aux exigences de la transition énergétique. Quelle est votre analyse? Oui, effectivement, ils ont raison. Pour garantir le niveau de l'économie. Ils ont raison parce qu'il faut penser à ce qui va se passer d'ici 10, 15, 20 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises dans le pétrole sont en train de se diversifier dans l'énergie. Quand vous parlez de Total, on parle de Total Énergie. Quand vous parlez d'Eni, on parle de Eni Énergie. Donc, il n'y a pas de raison que Sonangol n'envisage pas son avenir dans l'énergie. Il faut effectivement diversifier. Parce que demain, on voit ce qui se passe avec la révolution dans l'énergie électrique, les véhicules avec des batteries électriques. Demain, il faut savoir que les avions, les voitures vont fonctionner avec l'hydrogène. Donc, il faut penser à ce virage vers l'énergie. Vous évoluez dans ces secteurs pétroliers. Vous n'avez pas peur qu'un jour, votre métier sera englouti par la chanson de tous les jours sur les énergies renouvelables? Non, bien au contraire, c'est une chance, c'est une opportunité. Comment ça? L'énergie renouvelable est une opportunité. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça nous permet de nous saisir des atouts qu'on a ici en Afrique. C'est extraordinaire. Nous avons un taux d'ensoleillement qui est très très important. Donc ça n'empêche nous sommes en Afrique centrale. Ça n'empêche pas nous sommes sur une zone qui est très ensoleillée. Donc, bienvenue à l'énergie renouvelable. Nous avons l'éolien. Nous sommes sur une zone, par exemple, du côté du Congo-Brazzaville, il y a la mer. Lorsque vous apprenez qu'il y a des embargos, des investissements dans ce secteur, cela ne vous inquiète pas? Non, du tout. Il faut tout le temps se réinventer. Le but du jeu, c'est de dire quels sont nos atouts et à partir de nos atouts, qu'est-ce qu'on peut faire? La stratégie, c'est toujours de mettre en face les possibilités par rapport à la volonté qu'on a. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a, avec ce qu'on possède? Vous êtes très à l'aise, bien que le président Macky Sall s'inquiète un peu de cette rareté des investissements. Et il a raison parce que le Sénégal a démarré l'exploitation pétrolière il n'y a pas très très longtemps. Hein. C'est à peu près une dizaine d'années qu'ils ont démarré. Donc, il est normal qu'ils s'inquiètent, vu qu'ils voient qu'il y a une baisse des investissements. Le Sénégal n'est pas encore une grande place du pétrole. Alors dans ces cadres-là, est-ce que la RDC doit encore miser sur les secteurs pétroliers? Elle doit bien migrer directement vers les énergies renouvelables? Non, du tout. En fait, elle doit tirer profit des expériences des pays voisins et se concentrer sur ses atouts. Et il ne serait pas bon de ne pas profiter en fait, des gisements qu'on a en se disant on fait un saut directement sur l'énergie. Il faut exploiter ces gisements. Il faut exploiter les gisements que nous avons. C'est une bénédiction. Et voilà pourquoi nous sommes là pour accompagner les décideurs, éveiller la conscience de la population que le pétrole, c'est une bénédiction. Monsieur Yvon, pratiquement nous tendons vers la fin. Comment entrevoyez-vous l'avenir du secteur pétrolier africain dans 5-10 ans? Avec forcément une émergence de l'hydrogène. L'hydrogène, c'est l'eau. Nous avons la chance d'avoir beaucoup d'eau. Donc, c'est une chance. Avec l'énergie solaire, nous avons beaucoup de soleil, c'est aussi une chance. Donc, je vois ça avec beaucoup d'optimisme. Mais simplement, il faut que nous investissions massivement, j'insiste, nous devons investir massivement dans la recherche et le développement. Nous devons innover. L'Afrique a le droit d'innover. Alors, pour innover, il faudrait avoir de la main-d'œuvre. Il faut de la main-d'œuvre et il faut des ressources financières. Il faut de l'argent pour innover. Vous avez donné l'exemple tout à l'heure de la Sonangol. La Sonangol, certes, effectivement, dépend du pétrole, mais la Sonangol a, il y a quelques années en arrière, choisi de se diversifier. La Sonangol avait investi dans des activités bancaires. Donc nous devons penser à ça. Lorsque nous sommes sur un... SNPC aussi est en train de travailler dans ce sens. Tout à fait. Lorsque nous sommes sur un baril de pétrole qui est très haut, les compagnies pétrolières doivent penser à se diversifier, investir dans d'autres secteurs d'activité. Pourquoi? Parce qu'ils auront besoin d'argent pour innover, pour faire de la recherche et développement. Donc il ne faut pas attendre que le baril baisse pour se demander qu'est-ce qu'on fait. Il faut y penser quand on est au pic.
Lorsqu'on a de l'argent, on diversifie, parce que plus tard, ça nous permet de préparer l'avenir. Une dernière question, la fin du pétrole, mythe ou réalité? Mythe. Voilà, lentement et sûrement. La fin du pétrole, mythe. C'est vrai que nous sommes pris par le temps, mais pensez à une chose. Pensez aux États-Unis. La fin du pétrole aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le gaz de schiste. Pétrole, pas. Ben voilà. Donc c'est un mythe. C'est un mythe. Vos activités dans le cadre de African Campus? African Campus va s'implanter à Kinshasa. Donc c'est pour nous un grand bonheur. Vous allez travailler présent. avec les Congolais d'ici? Nous allons travailler avec les Congolais d'ici. Nous travaillons déjà avec les Congolais d'ici, mais à distance, sur des formations en ligne. Là, nous allons pouvoir faire des formations en présentiel. Il y a un secteur qui est en émergence, le secteur pétrolier. Je me souviens de la parole du ministre des hydrocarbures qui disait qu'il y avait un potentiel de 100 milliards de dollars dans le pétrole. Pourquoi ne pas exploiter ces 100 milliards de dollars? Donc, pour moi, je considère qu'il y a un secteur qui est en pleine émergence et il y a un secteur qui, à mon avis, risque d'offrir des belles surprises à certains ici. Mais faut-il qu'on y croie et faut-il qu'on investisse dans ce secteur? Il faut-il qu'on y croie? Il faut-il qu'on investisse? Un dernier mot par rapport à cette émission. Très ravi d'être parmi vous et surtout beaucoup d'encouragement parce que c'est très rare de voir des gens s'intéresser au secteur des hydrocarbures. J'ai eu la bonne surprise de découvrir cette émission, de découvrir le blog, de découvrir le groupe WhatsApp où il y a une participation, c'est très dynamique. Hein. Je crois qu'il y a plus de 250 personnes sur chacun des groupes. Donc j'invite les uns et les autres qui ont un intérêt dans le secteur des hydrocarbures à s'y inscrire. Je pense que l'adresse sera rappelée. Le numéro est là, oui. Et les échanges sont très intéressants. Et on a un secteur qui est là, qui existe. Il faut effectivement le faire émerger. Et ça passe par ça. Ça passe par la participation des uns et des autres à travers effectivement ces groupes WhatsApp, à travers les blogs, à travers les émissions sur YouTube. Donc, bienvenue et surtout bon courage. Merci beaucoup. Tant que l'Afrique ne sera pas développée, nous ne cesserons de parler énergie, rien que l'énergie, pour que la vie change. Merci à la grande équipe technique, merci à Yves Mbumba, au réalisateur de cette émission, Patrick Baba, au stagiaire qui nous a assisté, Laurent Soukieré, et à tous ceux ou celles qui nous accompagnent de partout, Cameroun, Rwanda. Portez-vous bien, énergie, rien que l'énergie. Au revoir.